Bonsoir et bienvenue dans Décodons l'écho. Regardez ces 4 projets. Quel est le point commun entre les 3 nouveaux bateaux de Navimont, la résidence Tina, un EHPAD inauguré en début de mois, Tibarama, le nouvel avion présenté par Air Calin il y a 6 mois, et le Beach House Lodge, un gîte ouvert il y a 1 an et demi à Poum. Ce sont tous des projets qui ont bénéficié de la défiscalisation nationale ou locale, parfois les deux. Comment fonctionne la défiscalisation et à quoi sert-elle? Qui peut en bénéficier? On en parle ce soir dans Décodons l'écho. Pour cela, je suis accompagnée par Laïsa Roy. Bonsoir. Bonsoir Blandine. Laïsa, tu es enseignante-chercheur en sciences économiques sur le campus de Baco. L'université est partenaire de cette émission. Alors Laïsa, on entend souvent parler de la défiscalisation, mais on n'est pas certain de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? En 2 mots, la défiscalisation, c'est un crédit d'impôt qu'on accorde à des personnes privées ou bien à des sociétés pour les inciter à investir dans les Outre-mer. Alors c'est quoi un crédit d'impôt? Alors ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue de l'investisseur, le crédit d'impôt, ça veut dire une baisse des impôts à payer. Et en miroir, du point de vue de la collectivité, le crédit d'impôt, c'est un manque à gagner. Ce sont des impôts qu'on ne collectera pas. Ce manque à gagner, pour la Nouvelle-Calédonie, en 2020, il s'est élevé à pratiquement 3,5 milliards de francs. Donc pour prendre un ordre de grandeur, enfin une comparaison, ça représente à peu près la moitié du trou annuel de la retraite CAFAT. Et pour la France, c'est également un manque à gagner pour la France qui représente 13 milliards de francs en 2020. Donc là, on peut comparer ça grosso modo à la moitié de l'aide qui avait été accordée en 2020. Pour, le pré-Covid, tu veux dire. Ouais. Donc c'est des sommes importantes dont on va parler. Ce sont des sommes importantes. Et à ce prix-là, on peut se poser la question de savoir si les opérations de défiscalisation sont pertinentes et si elles sont efficaces. D'autant que ces temps-ci, on recherche plutôt des recettes fiscales pour soutenir l'économie. On va se poser la question en effet ce soir. Afin de mieux décoder ce sujet complexe, nous vous présenterons 3 exemples. Un hôtel, des logements et une voiture de société. Nous verrons quels sont les mécanismes à l'œuvre. Décodons l'écho, faut-il supprimer la défiscalisation? C'est tout de suite. Alors si je vous dis défiscalisation, ça vous évoque quoi? On va d'abord vous écouter. Un lien avec les impôts Pour moi, la défiscalisation, ça m'évoque des économies. Pas grand-chose. Loi Girardin, entre autres. Une réduction des taxes. Ça me fait penser aux impôts, ça, non? Oui. Moins d'impôts pour les propriétaires et puis des loyers plus accessibles pour les personnes, pour les locataires. Ça m'évoque une incitation à l'investissement local en contrepartie d'avantages fiscaux. Le risque qu'on voit dans tout ça, c'est qu'il y a certainement un arsenal de combines autour de tout ça pour permettre aux uns et aux autres parfois de s'en mettre plein les poches et puis de continuer peut-être à creuser les inégalités sociales qui existent dans ce pays. Ces hôtels qui sont construits grâce à la défiscalisation et puis laissés un peu ensuite à l'abandon. Un atout en fin de compte financier qui permet aux entreprises de pouvoir acheter du matériel. Moi, ça m'évoque les problèmes fiscaux et tout ce qui est en rapport avec l'argent. Ça peut être une aide au démarrage économique, comme ça peut servir à gaver un peu plus certains. Ça reste vraiment flou, vague. Voilà. Dans le tourisme, par exemple, ou dans le bâtiment pour acheter des grosses machines, ça crée de l'emploi. Bon, on va démêler tout ça en commençant par le début. Pourquoi est-ce qu'on a créé la défiscalisation? Au départ, la défiscalisation nationale a été créée pour favoriser le développement dans les pays d'outre-mer, en encourageant l'investissement dans différents secteurs, comme par exemple l'hôtellerie, la pêche industrielle, les énergies renouvelables, par exemple. Ça veut dire qu'il y a la même chose en Polynésie ou à La Réunion, par exemple? Oui. On a exactement la même chose dans les pays d'outre-mer, enfin pays, territoires, départements d'outre-mer. C'est le même dispositif d'aide fiscale à l'investissement. Alors du coup, quand on dit défiscalisation locale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, spécifiquement, en plus de la défiscalisation nationale, on a créé notre propre défiscalisation locale en complément.
La défiscalisation nationale, en fait, elle consiste au final à payer moins d'impôts en France pour les contribuables français, tandis que la défiscalisation locale, elle permet à des contribuables en Calédonie de payer moins d'impôts en Calédonie. Donc elle fonctionne de la même manière? Ça fonctionne de la même manière et surtout les objectifs sont les mêmes. Le mécanisme est le même. On accorde des crédits d'impôt pour inciter à l'investissement de façon à favoriser le développement du pays. Et au final, la plupart des grands projets en Nouvelle-Calédonie cumulent souvent les deux défisques, la défisque nationale et la défisque locale. Alors, pour vous expliquer comment fonctionne la défiscalisation, nous avons pris un premier exemple, celui d'un hôtel imaginaire à 6 milliards de francs qui va utiliser la double défiscalisation, comme on dit. Alors, pour mémoire, le Wajabek, qui devrait ouvrir début 2022 à Lifou, représente un investissement d'environ 3,5 milliards. Le Sheraton, lui, avait nécessité un investissement d'environ 11 milliards de francs. Comment fonctionne la défiscalisation? Réponse en images. Imaginons un projet d'hôtel estimé à 6 milliards de francs. Pour réunir la somme, la société hôtelière promoteur fait appel à des investisseurs privés en France et en Calédonie. Ce sont très majoritairement des sociétés. Étape 1, entrer dans la défiscalisation. Une société A française décide d'investir 10 millions de francs dans le projet. Ces 10 millions sont placés dans une société métropolitaine qui réunit d'autres investisseurs comme elle. Grâce à cet investissement, la société A bénéficiera d'une économie d'impôt de 5 millions de francs via la défiscalisation. La défiscalisation nationale peut s'élever à 30% du projet environ. La société métropolitaine peut donc rassembler jusqu'à 2 milliards de francs pour cet hôtel, qui sont versés au compte courant de la société hôtelière. En Nouvelle-Calédonie, le même tour de table est lancé auprès d'investisseurs locaux. La société B décide d'investir 10 millions de francs dans le projet. Elle bénéficie ainsi de 5 millions de francs de crédit d'impôt via la défiscalisation. Ces 10 millions sont placés dans une société locale qui rassemble d'autres investisseurs locaux. Cette société peut rassembler jusqu'à 30% environ du projet, soit 2 milliards de francs, versés au compte courant de la société hôtelière. Il reste 2 milliards de francs à trouver pour boucler le budget. La société hôtelière les emprunte auprès des banques. Le budget est bouclé, l'hôtel est ainsi construit et ouvert à coût minimal pour la société hôtelière en emprunt, un tiers du prix. Alors on vient de voir la première partie d'une opération de défiscalisation qui nous mène jusqu'à l'ouverture de l'hôtel. C'est pas terminé, il y aura une seconde partie, mais on va d'abord faire une pause car c'est quand même compliqué. Grâce à la défiscalisation, la société hôtelière n'a finalement besoin que de 2 milliards pour monter un projet à 6 milliards. C'est ça, j'ai compris. C'est exactement ça. Et c'est ça le mécanisme du coup de la défiscalisation. En fait, concrètement, la défiscalisation, elle facilite le financement des gros projets. Et en facilitant le financement, finalement, elle favorise les investissements, donc le développement. Mais en même temps, ce qu'on observe, c'est que la défiscalisation, elle incite aussi à investir dans des projets parfois surdimensionnés, à favoriser des gros projets, en fait. Puisque, au final, ce n'est pas le vrai prix qui est payé par le promoteur. Là, dans l'exemple de notre hôtel à 6 milliards, le promoteur, ça ne lui aura coûté que 2 milliards en emprunts bancaires. Et dans le reportage, on parle de sociétés A et B. Alors, qui sont ces sociétés? Est-ce que les particuliers peuvent aussi participer à la défisque? Alors, ça dépend quelle défisque. En Nouvelle-Calédonie, la défisque, elle ne s'adresse qu'aux sociétés. Tandis qu'en France, la défiscalisation nationale, elle peut s'adresser à des sociétés ou à des particuliers. Après, dans les faits, ce sont essentiellement des sociétés qui participent à la défisque et des sociétés particulières qui ont des revenus élevés et qui cherchent, via la défisque, à payer moins d'impôts. Alors dans l'exemple qu'on vient de voir, la société qui investit 10 millions le fait pour économiser 5 millions d'impôts. L'opération n'est pas terminée. Je vous propose de poursuivre notre exemple avec notre hôtel. Étape 2, sortie de la défiscalisation. Au bout de 15 ans pour la défiscalisation hôtelière, les sociétés A et B peuvent vendre leur part à la société hôtelière. Celle-ci leur restitue leurs apports, 10 millions chacune, en déduisant 75% de l'avantage fiscal obtenu. Les sociétés A et B avaient obtenu un avantage fiscal de 5 millions de francs. La société hôtelière leur rend donc 10 millions moins 3,75 millions, soit 6,25 millions.
La société hôtelière peut ainsi devenir propriétaire des parts de l'hôtel à un prix inférieur à sa valeur. En gros, les 2/3. De leur côté, les sociétés A et B auront bénéficié chacune d'une économie d'impôt de 5 millions de francs, à laquelle s'ajoutent les 6,25 millions de francs de la revente, soit un gain net de 1,25 million de francs pour 10 millions investis. Autrement dit, un rendement de 12,5%. Alors, si on fait le bilan de cette opération, on a d'un côté un nouvel hôtel tout neuf, de l'autre côté des investisseurs qui ont fait des bénéfices. Est-ce qu'on peut dire que tout le monde est gagnant ? Alors, ce qui est certain, c'est que le promoteur et les investisseurs ont fait de belles opérations. On a d'un côté une société hôtelière qui est propriétaire d'un hôtel qui vaut 6 milliards, mais cela ne lui aura coûté grosso modo que 4,5 milliards. Et puis on a les investisseurs qui, au bout de 15 ans, peuvent récupérer l'intégralité de l'argent qu'ils ont investi avec un bénéfice très confortable de 12,5%. Pour rappel, un livret A, par exemple, ça rapporte 0,5%. Donc oui, c'est plutôt une très belle opération. Alors cette opération d'ailleurs peut avoir une troisième étape, celle de la revente de l'hôtel, une étape parfaitement légale, mais très critiquée, notamment par Mathias Chauchat, professeur de droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Écoutez-le. Alors, on trouve pas mal d'annonces sur Internet de vente d'appartements, notamment dans les quartiers sud. Par exemple, j'ouvre celle-là sur Bien Me Loger NC, et c'est 7e étage de la résidence du Ramada. Donc, un F3, 82 mètres carrés, mis à prix quand même 46 millions, avec une terrasse de 21 mètres carrés, un balcon, des chambres climatisées, séjour. Et il y a une place de parking et l'accès à la piscine de l'hôtel. Alors comment est-ce que c'est possible de vendre finalement les chambres d'hôtel ? En fait, la plupart de ces bâtiments-là, ils ont été construits en double défiscalisation, c'est-à-dire nationale plus locale. Donc on aboutit à des montants d'aide qui sont autour souvent de 60 à 70% d'aide. Et les promoteurs ont la possibilité de le vendre au bout de 15 ans de détention. Donc au bout de 15 ans de détention, on arrête la dépense hôtelière et on vend au prix du marché les appartements. Et ce qui est terrible pour la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a réservé au PUD de la ville les meilleurs emplacements touristiques pour faire des hôtels. Et au bout de 15 ans, il n'y a plus d'hôtels. On a en fait privatisé la totalité de l'espace avec de très très importantes subventions publiques. Donc finalement, tout le monde n'est pas gagnant dans l'opération. Les profits des uns sont forcément les pertes pour quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a oublié quand même un troisième acteur incontournable dans cet exemple, c'est la collectivité publique. Concrètement, la défisc, pour la puissance publique, ça représente un coût. Dans l'exemple de l'opération pour l'hôtel à 6 milliards, au final, la défisc aura coûté 1 milliard à la Nouvelle-Calédonie et aura coûté également 1 milliard à la France. Si en plus de ça, au bout de 15 ans, les chambres d'hôtel sont revendues sous forme d'appartements, en Nouvelle-Calédonie, il n'y aura aucun impôt sur les plus-values immobilières, ni aucun impôt sur le patrimoine. Parce que ces impôts-là n'existent pas, en fait, pour l'instant en Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, oui, au bout de 15 ans, on a un bel hôtel à 6 milliards, mais la défiscalisation coûte très cher, en fait, à la Nouvelle-Calédonie et à la France. Et un autre aspect qui est encore plus problématique, c'est qu'en fait, la défiscalisation contribue à transformer de l'argent public en bénéfices privés, notamment, enfin essentiellement au bénéfice de ménages qui ont des patrimoines déjà élevés. Donc ça pose un vrai problème de justice sociale. Et quel est l'intérêt alors pour la collectivité de poursuivre ce mécanisme ? On l'a dit, tout l'enjeu c'est de construire des infrastructures pour favoriser le développement. Et à côté de ça, il y a quand même un retour fiscal qui est estimé aux alentours, entre 15% et 30% de l'aide accordée en Calédonie. Donc si on reprend toujours l'exemple de notre hôtel à 6 milliards, ça veut dire que cet hôtel qui a coûté 1 milliard à la Nouvelle-Calédonie lui rapportera au final entre 150 et 300 millions de francs. Et ces 150 à 300 millions, en fait, ça correspond à des cotisations sociales qui sont payées à la CAFAT par les entreprises qui ont participé à la construction de l'hôtel. Et dans ces 150 à 300 millions, on a aussi des impôts qui sont payés, comme la TGC par exemple.
Alors tu parles des entreprises qui ont participé à la construction de l'hôtel, ça veut dire que la défiscalisation, ça sert aussi à créer des emplois? Oui. Favoriser le développement, ça passe aussi par le fait de favoriser d'encourager l'emploi, de favoriser l'emploi dans certains secteurs. Et tu parlais tout à l'heure du Wajabé, qui en phase de construction emploie environ 80 personnes chaque jour. Et une fois que l'hôtel sera terminé, on estime qu'environ une 50aine de personnes seront embauchées là-bas. Donc ce sont autant de cotisations sociales qui seront payées. Et puis ensuite des dépenses qui seront réalisées par tous ces gens qui ont des salaires. Donc l'objectif de la défisc, effectivement, c'est aussi de soutenir l'emploi. Et d'ailleurs, pas seulement dans l'hôtellerie ou la construction, ça peut s'appliquer à d'autres secteurs comme l'industrie agroalimentaire, l'aquaculture. Et du coup, ça fonctionne pour l'emploi, la défiscalisation? La réponse courte, c'est comme d'habitude, en fait ça fonctionne mais ça coûte cher. Mathias Chauchat, dans son livre paru en 2006, il propose des calculs du coût pour la collectivité des emplois qui ont été créés dans les secteurs qui ont été aidés par la défisc. Et par exemple, pour les appartels à Port-aux-Émaux, ce sont 6 emplois qui ont été créés. Et au final, ces 6 emplois, ils représentent une dépense fiscale, un manque à gagner de quasiment 50 millions par emploi. Pour l'hôtel du Cognambo, le coût des emplois créés en équivalent manque à gagner, c'est pratiquement 20 millions par emploi. Pour la biscuitière, le coût par emploi, c'est plus de 12 millions. Oui, là on parle d'industrie agroalimentaire. Voilà, un autre secteur éligible. Pour Aquamont, ensuite, le coût des emplois qui ont été créés, c'est quasiment 20 millions par emploi. Donc là, tu nous dis le rapport entre le nombre d'emplois créés et l'investissement public, il n'est pas si rentable finalement. Oui, c'est exactement ça. Donc soutenir l'emploi en Nouvelle-Calédonie via la défiscalisation, ça peut fonctionner, mais ça coûte très cher à la Calédonie. Mais alors comment on fait pour soutenir l'emploi si ce n'est pas par la défiscalisation ? On peut envisager un financement plus direct et plus transparent d'ailleurs, à travers des subventions publiques, en privilégiant des secteurs d'activité qui ont un fort potentiel de création d'emplois. Par exemple ? Il y a une étude qui est sortie, en train de sortir, qui a été réalisée par l'AFD, le WWF, l'ADEME, et qui propose un calcul qui permet de répondre à ta question. Alors on a vu dans notre exemple que l'hôtel coûte 6 milliards, ça coûte 1 milliard à la Nouvelle-Calédonie. Imaginons qu'on dispose de ce milliard, on le pose sur la table pour l'investir et on choisit les secteurs qui permettent de développer le plus d'emplois. Eh bien, l'étude AFD et consorts nous dit que si ce milliard est investi dans l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, il permettrait de créer 310 emplois, par exemple. Si ce milliard, au lieu de l'investir dans l'agriculture, on l'investit dans l'agroalimentaire, cette fois-ci, ce sont 170 emplois qui sont à la clé. Et un autre exemple, c'est celui de la gestion et du traitement des déchets. Investir 1 milliard dans ce secteur, ça permettrait de créer 120 emplois. Alors on va refermer la porte de notre hôtel à 6 milliards de francs qui nous a suivis depuis le début de cette émission. On a utilisé cet exemple pour vous expliquer le mécanisme complexe de la défiscalisation. Vous avez compris que l'opération peut aussi s'appliquer à des usines agroalimentaires ou à des projets d'aquaculture, entre autres. Dans un instant, nous allons pencher sur l'exemple des 4x4 ou des pick-up achetés comme voitures de société grâce à la défiscalisation. Mais avant cela, place au logement, notre deuxième exemple. Dans le micro-trottoir, en tout début d'émission, une dame disait « La défisque, c'est moins d'impôts pour les propriétaires et des loyers plus accessibles pour les locataires ». Elle a raison ? La dame a tout à fait raison, oui. Historiquement, en Nouvelle-Calédonie, c'est grâce à la défiscalisation nationale qu'on a pu cofinancer la construction des logements. Et le mécanisme d'ailleurs de la défisque nationale pour le financement des logements est le même que pour l'hôtel dont on a parlé juste avant. Donc on ne va pas redétailler les calculs, mais pour ce secteur particulier de l'immobilier, malgré la défiscalisation nationale, les loyers restaient chers. Donc la Nouvelle-Calédonie a mis en place un dispositif complémentaire, une défiscalisation locale, dédiée spécifiquement au logement intermédiaire. Ça s'appelait la RILI, la réduction d'impôt sur le logement intermédiaire. Alors juste, c'est quoi le logement intermédiaire ? Le logement intermédiaire, grosso modo, c'est le milieu de gamme entre le logement social et la grande villa. D'accord. Et l'objectif du coup de ce dispositif, la défiscalisation locale RILI, il était double. Objectif 1, il s'agissait de faire baisser les loyers du coup des logements intermédiaires. Et objectif 2, il s'agissait de soutenir l'emploi dans le BTP.
Alors cette défiscalisation locale sur le logement a eu un impact sur l'activité des bailleurs sociaux. Écoutez Mathieu Letellier de la SIC, il est directeur de l'agence de la place qui gère notamment les logements intermédiaires. On peut dire qu'en fin de dispositif RILI 2 en 2019, on était sur une suroffre d'environ 2000 logements sur le marché calédonien. Donc cette suroffre a naturellement participé à faire baisser les prix du logement locatif en Calédonie, notamment sur ce qu'on appelle le logement intermédiaire. La SIC, comme les autres bailleurs sociaux, a ainsi vu son nombre de logements vides augmenter. On est aujourd'hui sur pratiquement 800 logements sociaux ou intermédiaires en recherche de locataires et disponibles à la location immédiatement. Ces logements ont en fait été boudés par les Calédoniens pour une offre plus neuve, plus récente, construite en RILI, quitte à articuler les loyers avec la mise en place d'aides au logement. Et donc la RILI a effectivement fait baisser les loyers avec des conséquences. Tu parlais d'un deuxième objectif, soutenir le BTP. Est-ce que cet objectif a été atteint ? La RILI a permis de soutenir pendant un temps, momentanément, l'emploi dans le BTP. Mais encore une fois, ce soutien s'est traduit par un coût élevé pour la Nouvelle-Calédonie. En 10 ans, la RILI aura coûté environ entre 14 et 15 milliards à la collectivité, et sous forme de crédit d'impôt, donc de manque à gagner pour la collectivité. Et ces 14 à 15 milliards auront bénéficié à environ 2000 ménages, des ménages à revenus et à patrimoine élevé, puisqu'on estime que pour que l'investissement en RILI soit intéressant, en gros, il faut gagner entre 1 et 2 millions par mois. Alors comment on peut faire pour soutenir le BTP de manière un peu plus juste ? Directement par la commande publique, en fait, à travers des grands chantiers financés sur fonds publics. Alors on vient de dire qu'il y avait déjà trop de logements. Oui, mais le BTP, ce ne sont pas seulement des logements, ce sont aussi la construction d'autres infrastructures. Et les professionnels du BTP, qui se sont récemment réunis dans un collectif, font des propositions concrètes en ce sens. Je cite, ils suggèrent la construction d'une 2x2 voies au niveau du col de la Pirogue, tronçon le plus accidentogène de la Calédonie, tout le monde le sait, ou encore la construction de la suite du néobus, et la construction des infrastructures au service de la transition écologique et de la mobilité verte. Donc il y a d'autres secteurs dans lesquels on pourrait investir des fonds publics au bénéfice du plus grand nombre et en soutenant en plus l'emploi dans le BTP. Donc, et ces chantiers-là permettraient d'utiliser les fonds publics à des fins au bénéfice du plus grand nombre, plutôt que d'utiliser des fonds publics pour des intérêts privés. Alors on se rapproche de la fin de cette émission. On va se pencher sur un troisième exemple de défiscalisation. Il concerne les voitures de société. Écoutez Mathias Chauchat pour les explications. Les véhicules de société, c'est un autre modèle de défiscalisation, ce qu'on appelle la défiscalisation one-shot, un seul coup. C'est-à-dire que vous avez un fort potentiel fiscal, il suffit d'aller dans une concession et on vous donne les clés de la voiture, si possible en maximisant sa taille, puisque vous maximisez finalement les aides. Donc vous prenez un gros pick-up américain, qui consomme énormément, qui est très cher, mettons 8 millions. Là-dessus, sur 8 millions, l'État vous donne tout de suite 2 millions d'aides. C'est-à-dire que ce pick-up de 8 millions, vous allez le payer 6 millions. Ensuite, ce n'est pas vous qui allez le payer, c'est votre entreprise qui va le payer. Une société métropolitaine vous le loue à l'entreprise et l'entreprise paye les traites pendant 5 ou 6 ans. Mieux encore, vous pouvez mettre à la charge de votre entreprise jusqu'à 4 millions de frais de véhicules par an, donc les pneus, la consommation d'essence, l'assurance. Pourquoi se gêner? Et donc, en fait, ça aboutit à ce qu'on ait un parc automobile qui est complètement démesuré par rapport aux besoins des sociétés. Et l'avantage, c'est que ça minimise votre impôt, puisque vous générez des charges qui vont faire baisser finalement les profits de votre entreprise, et donc vous payez moins d'impôts à Nouvelle-Calédonie. Donc en gros, c'est toujours le même principe, avec un très fort engagement d'argent public, eh ben, on privatise la ressource. Donc les gens roulent avec des grosses voitures qui sont payées par la puissance publique, et ça pose de problème à personne. Donc ce sont des investisseurs métropolitains qui financent les voitures de société calédoniennes.
Oui, la défisque appliquée aux véhicules d'entreprise, c'est sans doute l'exemple le plus frappant de gaspillage d'argent public. Mais pourquoi le système perdure? Je ne sais pas, franchement. Mais en tout cas, ce système-là illustre le fait qu'un outil qui au départ a vocation à soutenir le développement peut être détourné pour devenir un outil d'optimisation fiscale. Alors j'en viens à ma question du tout début, ça veut dire qu'il faut supprimer la défiscalisation? Ça veut dire en tout cas qu'il faut être attentif à la façon dont on utilise l'argent public et notamment être attentif à ce que l'argent public investi bénéficie au plus grand nombre de personnes, bénéficie à la collectivité plutôt que de bénéficier à des intérêts privés. Donc ça signifie aussi... concrètement, ça se traduit par le fait de cibler des secteurs qui ont le plus de répercussions positives possibles. Non seulement, par exemple, tout ce qui concerne les énergies renouvelables, la gestion des déchets. Parce que là, on est dans des secteurs, on l'a vu tout à l'heure avec l'étude de l'AFD, qui permet de créer beaucoup d'emplois, mais qui en plus a des répercussions positives sur l'environnement. On peut dire un peu la même chose sur tous les secteurs qui peuvent améliorer la santé humaine. Donc investir dans l'agriculture, dans des projets qui améliorent l'autosuffisance alimentaire, ça permet de gagner un peu sur plusieurs tableaux. Et encore une fois, au bénéfice de la communauté. Et puis aussi, là c'est une question d'échelle et presque de bon sens. Dans certains cas, il faut clairement favoriser des projets à petite échelle plutôt que des projets surdimensionnés. Par exemple, des gîtes plutôt que des immenses complexes hôteliers avec des chambres vides. Et tout ça, ça revient à dire en fait qu'il faut conditionner la défisque. Si on accorde de l'argent public à un moment, il faut qu'il y ait des conditions, il faut qu'il y ait des contreparties pour la collectivité. Donc des engagements en termes d'emploi, ça peut être des engagements en termes de formation, en termes environnementaux et aussi en termes de rentabilité, tout simplement. Il ne s'agit pas d'investir de l'argent public à fond perdu. Il faut que ça rapporte, et puis le plus possible et au plus grand nombre. Donc si on remonte la chaîne, ça veut dire aussi que au départ, quand on accorde la défiscalisation, il faut une véritable expertise technique pour mesurer toutes les conséquences possibles des projets dans lesquels on investit. Et puis ensuite, au fil de l'eau, au fil des projets, mettre en place de véritables contrôles pour s'assurer que les engagements sont vraiment respectés. Et ce n'est pas fait, en fait, pour l'instant. Cette expertise, elle n'est pas menée au départ, et le contrôle au fil de l'eau, il n'est pas non plus mené. Et pour les autres secteurs dont on a dit que la défisque était moins pertinente, on a cité le BTP tout à l'heure, par quoi on remplace la défisque ? On en a parlé en fait. L'idée c'est de remplacer la défiscalisation par des financements plus directs, plus transparents, typiquement des subventions tout simplement. Parce qu'une subvention elle est décidée à un moment par la puissance publique, on décide du montant, on décide des secteurs, on décide des conditions aussi, des contreparties qui sont imposées. Et du coup c'est une décision publique qui est prise par des personnes qui ont été élues par les électeurs. Et une décision qui est plus transparente, beaucoup plus facile du coup à évaluer ensuite. Mais alors pour distribuer des subventions, il faut quand même trouver de l'argent. Oui, et c'est là qu'on voit aussi qu'avec la défisque, on fonctionne un peu à l'envers, parce qu'au lieu de financer des grands projets en échange de réduction d'impôts, on pourrait tout simplement, enfin, créer les impôts qui n'existent toujours pas en Nouvelle-Calédonie, impôts sur les plus-values immobilières, impôts sur le patrimoine, qui sont taxés à 0 pour l'instant, alors que dans tous les pays développés, ces impôts, ils existent. Il ne s'agit pas d'avoir des taux immense, mais déjà de passer de 0 à un chiffre positif. Merci Laïsa pour ces explications. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Vous pourrez prochainement revoir cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée sur Calédonia.